j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je crois que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, mais ça fait plusieurs fois que je la voyais passer aux États-Unis puisque c'est la vidéo Oddly Specific Book Recs, un truc comme ça. En gros, vous me demandez de manière assez spécifique des recommandations livresques et moi je dois m'efforcer de trouver un ou plusieurs livres qui correspondent. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée parce qu'après j'ai galéré à essayer de trouver des livres pendant la majeure partie de ma journée d'hier. Mais en vrai c'était assez fun de me challenger. Il y en a où vous avez été assez gentil, vous n'avez pas demandé des trucs trop compliqués. Et il y en a où vous avez vraiment été dans le haut de liste spécifique. Ce qui est bien ce que j'avais demandé. J'ai essayé de mettre à chaque fois des livres que j'avais lus et aussi des livres dont j'ai entendu parler, qu'on m'a recommandé ou qui m'ont parlé. Et qui rentraient aussi dans les recommandations. Donc en fait je vous ai mis des recommandations que moi je vous recommande et des recommandations qui ont été recommandées par d'autres personnes et qui m'intriguent aussi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais on y va en sens direct. J'ai toutes mes petites notes ici et tous mes livres à proximité pour ceux que j'ai en papier. Le premier, on est sur du classique, mais je me suis rendu compte que j'en avais pas tant que ça dans ma bibliothèque, et c'est le Friends to Lovers, parce que c'est pas forcément le trope que Alors c'est un trope que j'aime bien, mais c'est pas un trope que j'ai énormément, ou en tout cas je voulais essayer de trouver des livres dont je vous ai pas forcément parlé 25 000 fois. Donc pour Friends to Lovers, j'en ai choisi 3 que j'avais déjà lus en romance pure et dure. Je peux vous recommander You and Me on Vacation de Emily Henry, qui est en fait entre des... Si je me rappelle bien, ça fait 12 ans qu'on a des amis, Poppy et Alex, qui se sont rencontrés, et depuis ils partent en vacances tous les ans ensemble, sauf qu'il y a un jour, il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi, il y a 2 ans, et depuis ils partent plus en vacances ensemble, mais là, au moment de l'histoire, ils vont retenter l'expérience. Donc voilà, c'est un peu un Friends to on se parle plus, to on se reparle. Ensuite, bon, celui-ci est ultra connu, mais je me suis dit, on sait jamais si vous l'avez toujours pas lu. Bien évidemment, Friends to Lovers dans Shadow and Bone. Alors, j'ai pas le tome 1 à proximité, donc j'ai pris le tome 2 ou 3, je crois. Mais voilà, Friends to Lovers, moi, c'était pas ma relation préférée du livre. Je sais que beaucoup de gens l'ont adoré, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les recommandations. Si vous cherchez quelque chose de plus, Friends to Lovers en fantasy, on a celui-là. Je vous fais pas forcément le plot de Shadow and Bone parce que je pense que vous commencez à le connaître à force. Et enfin, bien évidemment, un de mes Friends to Lovers préférés avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est une de mes auteurs favorites. Et dans celui-ci, on suit l'histoire de Evelyn Hugo, qui est une actrice de renommée maintenant internationale, et qui va accorder une interview parce que voilà, elle a fini sa carrière, elle est maintenant âgée, et elle va décider d'accorder une interview à une jeune femme pour lui raconter un petit peu sa vie, et notamment l'histoire de ses 7 maris, puisqu'elle a été mariée 7 fois. Et donc voilà, on va retracer dans le livre toute sa vie depuis son plus jeune âge et donc ses 7 maris jusqu'à l'heure actuelle pendant l'interview. C'est encore une fois une narration qui est incroyable, extrêmement réaliste. Je vous recommande une nouvelle fois le livre audio. De toute façon, pour tous les livres de Taylor Jenkins Reid, si vous pouvez les écouter en livre audio, c'est le format qui est préconisé, et vraiment le Friends to Lovers dans celui-ci, il est pipite. Le deuxième trope qu'on m'a demandé, celui-là je l'adore, donc j'étais trop contente qu'il ait été mis dans la boîte à questions, et c'est Amour impossible. Voilà, là j'en ai sélectionné 3 que j'ai lus pour le coup, mais des recommandations assez variées, notamment avec des représentations de relations amoureuses et de types de relations amoureuses et d'orientation sexuelle variées. J'ai essayé de mettre des recommandations plutôt diversifiées. En premier, on a Malice de Heather Walter, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai reçu à Noël, c'est une duologie, il faut que je lise le tome 2, et j'ai adoré. C'est un retelling de La Belle au bois dormant, mais version lesbien. Et vraiment, je trouve que c'est extrêmement bien fait. On a, vous en doutez, une histoire d'amour impossible, puisque c'est Maleficent, donc qui s'appelle Malice dans ce livre-ci, qui va tomber amoureuse de la princesse Aurora. Donc Aurore, en français. Et voilà, vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué parce que elle est vue comme une paria dans la société, elle est juste utilisée par les riches et les personnes considérées comme normales pour subvenir en fait à leurs envies, c'est tout. Et donc va se créer ce lien au début d'amitié entre les deux, et peut-être un petit peu plus au fil de l'histoire, malgré le fait que c'est complètement impossible pour elle même d'être amie de base en raison de leurs 2 statuts qui sont complètement opposés. Parmi mes sagas favorites qui proposaient le trope de l'amour impossible, on a bien évidemment The Raven Boys de Maggie Stiefvater, qui est donc une saga en 4 tomes. Je crois qu'elle est pas complètement traduite en français, je sais plus, je crois qu'il manque un tome. Je suis plus sûre, peut-être que ça a été retraduit entre temps, mais je sais qu'il y avait eu un truc comme ça. Donc peut-être renseignez-vous avant si vous voulez la commencer en français, parce que vous serez sûrement frustré si la saga n'est pas terminée. Mais pour vous parler un petit peu du synopsis, en fait on y suit le personnage de Blue, à qui on a dit toute sa vie que si elle embrassait son
one true love, son seul et unique amour, l'amour de sa vie, eh bien, il mourrait. Voilà. Donc vous, là, je pense que vous comprenez déjà le truc de l'amour impossible. Et donc, elle a toujours essayé de s'éloigner un petit peu des garçons, sauf que, eh bien, cette année-là, tout va changer pour Blue, puisque c'est l'année où elle va rencontrer les Raven Boys et leur monde étrange et sinistre. Et c'est l'année où Blue va réaliser que la magie existe vraiment. C'est aussi l'année où elle va tomber amoureuse. Et ça c'est trop bien, vraiment une saga pépite. Si vous ne l'avez pas lu, je ne sais pas ce que vous attendez. Et enfin, pour cette dernière recommandation Amour impossible, j'ai choisi Lies We Sing to the Sea de Sarah Underwood, qui a aussi une représentation du polyamour. Et ça, j'ai trouvé ça très original, très bien fait dans ce livre aussi. Je le précise pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une controverse avec ce livre, puisque c'est censé être un retelling de l'Odyssée et que l'autrice n'a pas lu l'Odyssée. Voilà. Après, je précise, moi j'ai lu le livre parce que je voulais me faire mon avis dans tous les cas, ça reste une très bonne lecture. Le retelling n'est pas vraiment au centre de l'histoire honnêtement, mais je trouve que ça pêche à certains moments parce que ça se sent en fait qu'elle n'a pas lu l'histoire, enfin une partie de l'histoire dont elle essaye de réécrire une partie plutôt, c'est plus français. Donc voilà, juste soyez au courant. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, très intéressant, ça se lit vite, c'est fluide, le world building était cool. Donc je trouve que c'est quand même un livre qui vaut le détour, même s'il est important de pointer que voilà, elle n'a pas fait son travail de recherche avant. Et pour vous parler un petit peu du résumé, en gros dans celui-ci, chaque année il y a des filles qui sont sacrifiées à, je crois que c'est Poséidon, voilà, pour essayer de lutter contre une malédiction, parce que si des filles ne sont pas sacrifiées, je crois qu'en gros Poséidon viendra les prendre directement sur la terre et donc détruira le village ou la ville pour récupérer les filles qu'il a marquées comme celles qui devaient être sacrifiées. Sauf que, eh bien, quand Leto, elle est sacrifiée, elle se rend compte qu'elle ne va pas mourir. En fait, elle va être rejetée sur une île mystérieuse où elle va rencontrer Melento qui est immortelle et elle va lui dire que pour arrêter en fait cette malédiction des jeunes filles qui sont sacrifiées chaque année, eh bien il faut tuer le roi d'Ithaque. Sauf que bien évidemment, vous vous en doutez, Leto, eh bien elle va essayer de retourner sur Ithaque pour mener à bien sa mission et donc assassiner le prince Mathias, sauf que eh bien elle va commencer à avoir des sentiments et pour Melento et pour Mathias. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était original pour une fois d'avoir une représentation du polyamour et aussi en plus sous la manière de relations LGBT. Pour les prochaines recommandations, je vais mettre un timecode sur où est-ce qu'il faut que vous alliez pour skipper cette partie-là, puisque on m'a demandé des recommandations de lovers to rivals to lovers. Donc, puisque c'est amour, rival, amour, vous sentez bien que ça spoil une grosse partie de l'intrigue. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé sur les 2 livres que je vais mentionner, en sachant donc qu'il y a amour, rival, amour, je vous mets le timecode de où est-ce qu'il faut aller avant que j'en parle. C'est votre dernière chance de partir. Et donc les 2 livres que j'ai choisi de mentionner pour cette recommandation de Lovers to Rivals to Lovers, c'est The Serpents and the Wings of Night et The Prison Healer, qui sont 2 livres que j'ai énormément aimés. C'est des recommandations de fantasy, je n'avais pas trouvé d'autres genres à mentionner, mais c'est 2 livres que j'ai adorés, où bien évidemment vous en doutez que ce trope parfois peut se dérouler sur plusieurs tomes. Mais dans celui-ci, le premier The Serpents and the Wings of Night de Carissa Broadbent, on y suit une jeune femme, Oraya, qui est recueillie il y a des années par Vincent, qui est le roi des vampires, et elle va être élevée par lui au milieu de vampires en étant elle-même humaine, et elle va choisir pour pouvoir accéder au pouvoir et à la vie éternelle de participer à des épreuves qui s'appellent les Kejari, je crois, oui voilà c'est ça, et si jamais elle réussit à y survivre, eh bien elle aura le droit de demander un vœu à la déesse de la nuit, Nyaxia, mais vous vous doutez bien que va y avoir de multiples péripéties, voilà. Et elle va être obligée notamment de s'allier à Rain, notre protagoniste masculin. Et pour ce qui est de The Prison Healer, on y suit le personnage de Kiva qui est enfermée depuis des années dans la prison de Zalindov, voilà, dont elle ne sort jamais, et elle est devenue la guérisseuse de la prison, sauf qu'un jour on va lui amener la chef de la résistance en fait qui lutte contre le système de régence actuel, on va dire ça comme ça, et il va y avoir une note dedans qui lui dit ne la laissez surtout pas mourir, et sauf qu'on va imposer à cette dame, voilà, cette vieille dame qui est arrivée, si je me rappelle bien, franchement j'ai lu il y a quelques années, de participer à des épreuves pour pouvoir gagner sa liberté, je crois un truc comme ça.
Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et donc comme elle est trop faible, Kiva va tenter d'y participer à sa place. Et elle va être aidée d'un allié inattendu qui s'appelle Jaren, donc le protagoniste masculin. Après on m'a demandé, alors ça c'était vraiment galère de trouver, mais j'ai vraiment aimé la suggestion, j'ai trouvé ça assez original. Et c'est un livre avec un arbre qui parle. Et donc pour ça, j'ai choisi, je les ai pas avec moi, mais donc Narnia et Le Seigneur des Anneaux, qui sont 2 livres avec des arbres qui parlent, mais un peu plus connus. Et mon copain m'a suggéré un manga que j'ai très envie de lire par rapport aux jeux vidéo, parce qu'en fait il m'a dit que dans Zelda, il y avait des arbres qui parlent. Et moi, je me suis renseignée, il y a un manga que je veux lire depuis très longtemps qui raconte un petit peu plus l'histoire de Zelda. Et donc j'imagine que dans ce manga-là, peut-être il y a les arbres qui parlent. C'est une recommandation que je suis allée chercher très très loin. Mais si vous avez lu les mangas et qu'il y a l'histoire des arbres qui parlent dedans, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vais pas tarder à le lire aussi, donc voilà. Je me suis dit, je tente d'ajouter cette recommandation là-dedans en espérant que ça passe. Ensuite, on passe à une recommandation de fake dating. Là, j'en avais plus que ce que je pensais. Je pensais pas en avoir énormément et au final, j'ai 3 livres à vous recommander. Enfin, 2 livres que je veux vous recommander et un livre que moi, j'ai pas particulièrement aimé, mais que je sais qu'il plaît à énormément de gens. Donc le premier avec le fake dating, c'est Happy Place de Emily Henry que je suis en train de lire en ce moment même. Lui, c'est du fake dating un petit peu particulier puisqu'en fait, on y suit un couple, donc Win et Harriet, qui étaient ensemble depuis 7 ans, ils étaient fiancés jusqu'au jour où Win décide de rompre brutalement avec Harriet, sauf que entre temps, quelques mois après, ils sont conviés à un week-end avec leurs amis d'enfance avec qui ils passent tous leurs étés. Et on va leur apprendre une très bonne nouvelle et pour éviter de, on va dire, tuer le mood du week-end, ils vont décider de continuer de faire semblant d'être ensemble parce qu'ils n'ont pas encore eu la force d'annoncer qu'ils s'étaient séparés après 7 ans de relation. Et donc voilà pourquoi on a du fake dating, ils font semblant d'être en couple alors que ça fait des mois qu'ils ont brisé leur fiançailles. J'avais du mal un petit peu, et j'en parlerai un petit peu plus en détail dans mon bilan lecture, j'avais du mal au début avec le protagoniste masculin et plus on avance, plus je trouve que l'auteur rend son personnage plus profond et plus intéressant. Donc voilà, j'aime le fait que ce soit du fake dating avec un peu second chance romance. Ensuite, les 2 autres, je les ai pas avec moi parce que je les ai prêtés à ma sœur qui est à fond sur la romance en ce moment. Mais on a The Love Hypothesis et The Kiss Quotient. The Love Hypothesis, c'est celui que moi j'ai pas forcément énormément aimé, mais je sais qu'il plaît beaucoup, donc je me permets de le recommander aussi. Et The Kiss Quotient que j'avais absolument adoré, qui est, si je dis pas de bêtises, en fait une relation entre une jeune femme qui est autiste Asperger, je crois, et qui est persuadée que si elle n'arrive pas à avoir de relation sérieuse avec un homme, ou tout simplement si elle n'arrive pas à tomber amoureuse, c'est parce qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel. Et donc qu'est-ce qu'elle se dit ? Je vais embaucher un escort boy. Voilà. Et donc on a notre escort boy qui rentre dans l'histoire et ils vont se retrouver à apprendre à se connaître de plus en plus et peut-être que ça va déboucher sur quelque chose d'autre, mais il y a aussi une partie fake dating là-dedans. Ensuite, on m'avait demandé des recommandations de Enemies to Lovers et de Enemies to Lovers One Bed Trope. Donc en Enemies to Lovers classique, parce que je me rappelais plus s'il y avait le One Bed Trope, mais je crois pas, donc je les ai juste mis dans Enemies to Lovers classique. On a The Bridge Kingdom qui est dans ma bibliothèque mais qui est vraiment genre tout au fond et j'avais la flemme de tenter de le sortir. Mais The Bridge Kingdom, en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été formée avec ses sœurs à assassiner le prince de la nation adverse, entre guillemets, pour qu'en fait elle puisse l'épouser et ensuite l'assassiner. C'était ça tout le plan. Et donc elle a été choisie pour épouser ce jeune homme et elle va être envoyée de l'autre côté du pont pour se marier. Sauf qu'elle va se rendre compte très rapidement au fur et à mesure de son mariage que la vérité qu'on lui a enseignée toute sa vie n'est peut-être pas vraiment la vérité. Et donc on a un petit Enemies to Lovers vraiment très très bien. J'ai adoré le tome 1, j'ai un peu moins apprécié le tome 2, mais vraiment cette saga vient tout juste d'être sortie en français en plus. Donc si jamais vous aimez les Enemies to Lovers avec un world building de dingue, une bonne intrigue et un bon univers de fantasy, foncez. Et ensuite en Enemies to Lovers, bien évidemment, je vous remets The Serpent and the Wings of Night qui a un Enemies to Lovers de qualité. C'est plus un Rivals to Lovers, mais c'est tellement bien fait et l'alchimie entre les 2 personnages, le personnage masculin de Rain est incroyable et leur relation est juste pépite. C'est une relation que j'ai trouvée extrêmement belle, extrêmement bien rédigée. Il n'y a pas, vous savez, ce qu'on peut avoir parfois dans les tomes où il y a des mea culpa qui sont pas forcément nécessaires juste pour qu'on ait des aléas en fait dans l'histoire, et là c'est pas ajouté sans que ça serve à rien. J'arrive pas trop à expliquer ce que je veux dire, mais peut-être vous avez compris. Je trouve ça extrêmement bien fait et c'est vraiment Enemies to Lovers de qualité.
Ensuite, on m'avait demandé des recommandations de Grumpy Sunshine et là j'en ai plein parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'en ai pris 4 dont je vais vous parler. Le premier, c'est bien évidemment La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Ce que j'ai aimé en plus dans celui-ci, c'est qu'on est sur un livre qui a un Grumpy Sunshine inversé par rapport à ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que souvent on a la jeune femme qui est le Sunshine et l'homme qui est le Grumpy. Là, c'est l'inverse. C'est vraiment notre protagoniste féminin qui est toujours ronchon et un jeune homme qui lui apporte plein de soleil dans sa vie, entre guillemets. Et j'ai adoré leur relation, j'ai trouvé ça extrêmement original. C'est un livre qui est plutôt lent, on va pas le lire forcément pour le dévorer en quelques jours ou avoir des actions à chaque chapitre. Ça va être plutôt sur 2 personnages qui vont tenter de s'ouvrir l'un à l'autre parce qu'ils se sont construits une énorme barrière de protection, une carapace entre guillemets, et qui vont être un petit peu forcés de s'allier et donc d'ouvrir leur cœur l'un à l'autre, puisqu'ils vont devoir faire une alliance pour participer à la chasse au Hala, qui est une créature mystique, et en fait ils veulent tous les deux y participer pour des raisons différentes. Elle c'est une chasseuse et lui c'est un alchimiste, et il faut une chasseuse et un alchimiste pour faire équipe, donc ils se retrouvent à faire équipe un petit peu forcés parce qu'il n'y a personne d'autre avec qui s'allier. Et pour faire équipe, pour faire une bonne équipe, ils vont être obligés de s'ouvrir l'un à l'autre et j'ai adoré. Ensuite, on a Under the Whispering Door ou Sous la porte qui chuchote, qui est un livre encore une fois avec ce trope du Grumpy Sunshine, mais cette fois-ci avec une relation homosexuelle puisqu'on y suit Wallace qui un jour décède, voilà, tout bonnement. Et il se transforme en spectre et là il va se rendre compte qu'en fait il n'y a pas grand monde à son enterrement et surtout que les gens ne l'appréciaient pas énormément. Et il y a un Reaper, donc un faucheur, une faucheuse, qui vient le chercher pour lui dire bon bah voilà, maintenant il faut traverser dans l'au-delà. Sauf que voilà, s'il veut pas, il n'est pas prêt. Et donc il va être emmené dans ce petit coffee shop, tea shop, où il y a Hugo. Et Hugo, il a pour objectif d'aider les âmes à traverser de l'autre côté. Et comme Wallace ne veut absolument pas traverser, on va lui dire écoute, t'as une semaine avant de passer de l'autre côté de la porte. Et donc Wallace va essayer de profiter de la vie du mieux qu'il peut pendant cette semaine aux côtés de Hugo et Pépite. Donc là, c'est Wallace qui est le Grumpy et Hugo qui est Sunshine. J'ai voulu vous en mettre un autre où c'est la femme le Grumpy et l'homme le Sunshine avec Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. En plus, celui-ci, la relation entre nos 2 protagonistes est absolument incroyable. On a d'ailleurs un super fanart de juste ici. Et dans cet ouvrage, on y suit Emily Wilde, qui a un objectif dans la vie, c'est de rédiger la première encyclopédie qui va répertorier toutes les fées qui existent dans le monde. Mais il faut savoir que Emily Wilde, elle est très douée dans la recherche, elle est très douée dans ses travaux, mais elle est beaucoup moins douée pour le contact avec les gens, et donc quand elle se retrouve dans le petit village de Hansfake, eh bien elle a beaucoup de mal à faire ami-ami avec le peuple qui y vit, et elle n'a pas envie non plus de passer du temps avec son rival et ami Wendell Bumblebee qui décide de la rejoindre pour mener ses recherches à bien. Sauf que plus Emily se rapproche d'essayer de comprendre et de découvrir le secret des Hidden Ones, qui sont des féeries un petit peu particulières, et bien plus elle va se rendre compte qu'il va peut-être lui falloir aussi démasquer les secret de Wendell, qui est-il et qu'est-ce qu'il veut réellement. Et enfin, le dernier que je vous ai mis cette fois-ci, c'est le plus classique entre guillemets, puisque c'est l'homme le Grumpy et la femme le Sunshine, et c'est The Very Secret Society of Irregular Witches. Et dans celui-ci, on y suit l'histoire de Mika Moon, qui a toujours vécu sa vie selon 3 règles: cacher sa magie, toujours garder la tête baissée et surtout rester loin des autres sorcières, puisqu'il y a ce truc où ils disent dans cet univers-là que si des sorcières sont trop proches d'autres sorcières, eh bien leur magie devient plus puissante et donc est beaucoup moins contrôlable, ce qui est dangereux puisque leur existence doit rester cachée. Sauf que quand un message inattendu lui demande de venir le plus vite possible aider 3 petites sorcières qui n'arrivent pas à gérer leur magie, eh bien elle va décider de voyager jusqu'à la Nowhere House, donc la maison de nulle part, et elle va y découvrir une vie complètement différente puisque cette maison n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, et très vite elle va se retrouver emmêlée au milieu de cette nouvelle vie, y compris avec Jamie, le ronchon mais très beau bibliothécaire. Voilà. Ensuite, on m'a demandé un livre avec des énigmes dans la vibe un petit peu de The Inheritance Game. Il faut savoir que j'ai lu juste le tome 1 de The Inheritance Games et je n'ai pas forcément apprécié. Du coup, j'ai pas trop de lectures qui sont dans la même vibe, mais je suis partie sur des livres qui font réfléchir et qui sont assez uniques dans leur format, qui
propose de stricturer les méninges entre guillemets, mais il n'y a pas forcément, voire pas du tout ce côté romance, donc voilà, je sais pas si je passe un petit peu à côté de la recommandation, mais j'avais rien qui correspondait, donc je me suis dit autant que je recommande autre chose que je recommande rien du tout. Et donc du coup j'ai choisi Puzzle de Franck Tillier pour le côté vraiment à fond thriller. Dans celui-ci c'est écrit: accepteriez-vous de mourir dans un jeu? Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps ils ont rêvé de participer à la partie ultime, celle de ce jeu mystérieux dont on ne connaît pas les règles, seulement le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent enfin la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Suivi quelques heures plus tard de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Quand les joueurs trouvent un premier cadavre, quand Ilan découvre des informations liées à la disparition toujours inexpliquée de ses parents, la distinction entre le jeu et la réalité est de plus en plus difficile à établir, Paranoia peut alors réellement commencer. Un de mes thrillers favoris de Franck Tillier. Et ensuite, dans quelque chose de beaucoup plus paranormal, expérience assez mystique, j'ai mis La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielski, dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises, mais c'est un livre où en gros on a deux temporalités qui se superposent. On a l'histoire principale qu'on est en train de lire nous aussi, et on lit en parallèle les notes de bas de page de quelqu'un qui lit l'histoire que nous sommes aussi en train de lire et qui est devenu fou en le lisant. Cette histoire, c'est sur une famille qui, du jour au lendemain, découvre que dans sa maison, eh bien, il y a une pièce qui est apparue, et quand on rentre dans cette pièce, c'est pas possible qu'elle existe puisque les dimensions internes de la pièce sont plus grandes que la maison entière. Voilà, donc en gros, c'est une pièce qui ne peut pas normalement rentrer dans la maison et qui semble ne jamais s'arrêter de grandir, et plus la famille décide de l'explorer, plus des choses bizarres, voire horribles, commencent à se produire. Et donc voilà, c'est un livre qui est extrêmement intéressant, mais qui va vous faire chauffer les méninges tout au long de la lecture. Donc voilà, pour ça que je l'ai mis dans ces recommandations. J'avais rien avec vraiment de la romance entre plein de protagonistes comme on a dans The Inheritance Game, mais c'est parce que j'ai pas forcément apprécié celui-ci, donc j'ai pas d'autres livres dans le même genre. Et je viens de me rendre compte en regardant mon carnet que je vous ai pas parlé des Enemies to Lovers avec le One Bed Trope. Le premier, un de ceux dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est bien évidemment From Loden Ash. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai beaucoup moins accroché avec la suite, donc je vous le recommande quand même parce que je sais que c'est un livre qui plaît énormément, et il y a vraiment à peu près tous les tropes qu'on peut imaginer dans ce livre aussi, donc vous serez forcément satisfait. Mais voilà, moi j'avais aimé le tome 1, j'ai pas aimé la suite, je le mets quand même parce qu'il rentre dans le type de recommandation que la personne recherche, je pense. Et ensuite, que je n'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire et dont j'ai entendu que du bien, c'est la saga Outlanders, la série de livres. Je crois qu'il y a énormément de tomes par contre, donc il faut savoir que c'est une saga longue dans laquelle vous vous lancez si vous décidez de vous lancer dedans. Mais Outlanders, si je me rappelle bien, parce que j'ai juste vu la série moi à la base, mais j'ai très envie de lire le livre. En gros, c'est une jeune femme qui, c'est après ou avant son mariage, je sais plus si elle va se marier ou si elle est mariée, elle voyage, je crois encore une fois que c'est en Écosse, peut-être je dis n'importe quoi, et elle va toucher des pierres. À un moment, elle voit une sorte de rituel bizarre et elle va toucher les pierres et elle va être transportée il y a bien longtemps dans le passé. Et c'est là où elle va rencontrer Jamie, avec qui, bien évidemment, la première rencontre va pas forcément très bien se passer. Je crois qu'ils vont être mariés de force, un truc comme ça. Donc il y a aussi le trope du mariage forcé. Et ensuite, on va suivre leur histoire d'amour qui grandit au fil des saisons. Et voilà. J'allais vous dire un autre truc, mais je crois que ça se passe bien plus tard dans la saga, parce que la série est probablement agencée différemment que le livre. Mais bref, c'est une saga qui me tente énormément, et je sais qu'il y a le One Bed Trope dedans, le mariage forcé, le Enemy to Lovers, tout ce que vous pouvez vouloir est dedans normalement. Ensuite, on m'a demandé Slow Burn romance époque antique. Donc là, c'était très galère. J'ai pensé à un livre, mais je me suis dit je vais pas le mettre parce que j'ai détesté. Le seul slow burn romance époque antique qui m'est venu tout de suite, c'est Le Prince Captif. Mais je ne le recommande à personne puisque j'ai absolument détesté. Mais pour le coup, ça rentre bien dans la case slow burn romance époque antique. Ce que j'ai choisi du coup, c'est un livre que j'ai déjà mentionné, mais c'est à peu près le seul que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai déjà lu, donc je peux vous garantir que ça rentre bien dans le prompt. Et c'est Lies We Sing to the Sea, dont je vous ai déjà donné le résumé, où on a bien évidemment cette slow burn romance qui se passe dans la Grèce antique. Et enfin, le dernier trope, la dernière recommandation qu'on m'a demandé, c'est des livres avec des high school lovers, high school sweethearts. Et ça, j'en avais pas beaucoup. Du coup, j'en ai choisi un que moi j'ai déjà lu, un dont j'ai vu l'adaptation cinématographique mais que je n'ai pas lu, et un dont j'ai entendu parler et qui m'intrigue beaucoup mais que je l'ai pas lu du tout. Le premier, celui que j'ai lu, alors j'ai pas le premier tome,
j'ai que le deuxième dans ma bibliothèque, mais It Ends With Us qui marche avec le côté High School Lovers, puisqu'on a deux de nos protagonistes principaux qui se rencontrent, je crois que c'est, alors ils se rencontrent pas au lycée, mais ils sont amoureux pendant la période du lycée, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un livre avec beaucoup de trigger warning et une auteure qui est très problématique, voilà, je préfère le préciser, mais c'est à peu près le seul que j'avais à recommander dans ce trop-plat. Donc bon, et je vous tente pas de faire le résumé parce que j'ai toujours peur de spoiler, mais en gros, va y avoir un petit peu un triangle amoureux, sachant que c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a des sujets très compliqués qui sont mis en avant dans le livre. Donc lisez les trigger warnings si vous avez des sujets qui peuvent vous trigger tout particulièrement. Et l'autre dont je veux vous parler, dont je n'ai vu en fait que la série qui a été adaptée et que je n'ai pas lu, c'est À tous les garçons que j'ai aimé. J'avais adoré la série et j'aimerais bien tenter de lire la suite en livre, mais je ne l'ai pas encore fait. Par contre, je pense que très clairement ça rentre dans le prompt puisque on y suit une jeune fille au lycée qui a toujours écrit des lettres, si je me rappelle bien, à tous les garçons qu'elle a aimés, et un jour sa sœur va décider de les envoyer, en fait. Et ça va donner des situations quelque peu cocasses. Et le dernier que je n'ai pas lu mais qui m'intrigue énormément, c'est Anaka de Jenny Lee, qui est un retelling moderne de Anna Karenine, mais en gros version Gossip Girl. Donc vous prenez toute l'histoire de Anna Karenine de Tolstoï et vous le mettez à l'époque moderne version Gossip Girl et vous avez Anaka. Voilà. Et c'est un livre qui me tente énormément parce que je suis en train de lire Anna Karenine en ce moment et je pense qu'un retelling version moderne à la Gossip Girl, ça peut être incroyable parce que vu tout le drama qu'il y a dans le classique original, je pense que ça serait pépite. Et ça se passe donc, bien évidemment, je précise, à l'époque du lycée, en mode jeunesse dorée quoi. Et voilà pour toutes les recommandations. Je crois que la vidéo va être assez longue, peut-être un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le format vous a plu et j'essaierai de le refaire régulièrement, même si c'était franchement pas facile de trouver certaines recommandations, ou vous pouvez même aussi me le dire en commentaire si vous en cherchez et j'essaierai de vous répondre directement dans les commentaires. Et j'y pense aussi, il y a un trope qu'on m'a demandé et où je n'avais absolument aucun livre qui rentrait dans ce prompt là pour le coup dans ma bibliothèque, c'est le pregnancy trope, donc le trope de la grossesse. Donc si vous avez lu des livres avec ce trope là, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je n'en avais aucun dans ma bibliothèque, donc malheureusement j'ai pas pu répondre. Si vous avez des idées, je vous laisse les mettre en dessous. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao ciao.